Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à la question de pourquoi un lien social durable est-il important? Et pour en parler, on a invité Emmanuel Nicolas, qui est présent parmi nous, que je vais vite vous présenter. Donc Emmanuel, il a un master en anthropologie et une formation de systémicien. Et il est intervenant psychosocial. Il est formateur également à la faculté ESPO à l'UCL dans le cadre du certificat santé mentale en contexte social, multiculturalité et précarité. Il est aussi chargé de cours à la ELA, donc dans le cadre du cours de sociologie, pauvreté, précarité et pratique sociale. Et ce n'est pas tout, il est également formateur d'intervenants psychosociaux, chercheur et coordinateur pour la revue Pensée plurielle et superviseur au STIX ASBL, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est quelqu'un qui intervient régulièrement sur les sujets de développement de compétences, de gestion de l'agressivité et de la violence, de santé mentale en contexte de précarité et de communication interculturelle. Voilà tout ça. Et donc, je vous cède la parole immédiatement pour 30 minutes de discussion. N'hésitez pas à intervenir via le chat et on relayera les questions qui seront posées dans le chat à Emmanuel. Voilà, c'est à toi Emmanuel. J'espère que le Merci. partage d'écran fonctionne, sinon signale-le nous et on le fera pour toi. Oui, je n'ai pas le slide, mais je peux peut-être utiliser le mien, non? Oui, oui, normalement tu peux le faire toi-même. Oui, ok. Vous le voyez? Oui? Ouais, c'est bon, ça marche. Ok. Je vais commencer le diaporama. S'il veut bien. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ça met fort la pression, surtout de passer après cette belle intervention, ce riche dialogue entre Françoise et Jacques. C'est toujours compliqué de passer après une intervention qui permet justement de recontextualiser un peu les notions de crise et comment cette crise nous affecte à plusieurs niveaux. Je vais essayer de croiser ici certaines approches que je peux avoir, tant à la fois en tant que chercheur auprès de personnes en situation de précarité sociale aiguë, d'être impliqué sur le terrain de l'intervention sociale aussi. Et peut-être démarrer par le choix de la photo. Donc, c'est une photo que j'avais prise pour le premier numéro de la revue Aken pour l'ASBL Le Grain. Et je trouvais que cette photo soulignait bien la dimension du lien et à quel point elle relate à la fois certaines blessures, mais à quel point aussi ces blessures peuvent être vraiment reprises et cicatrisées par de la créativité. Donc, je voulais peut-être revenir là-dessus pour amener cette question du lien. Donc, j'ai focalisé sur cette dimension un peu clinique, donc en abordant mon intervention. Alors, la période que l'on connaît est une crise majeure, on l'a souligné juste avant, dont on ne mesure pas encore suffisamment les enjeux ni les effets. Et donc, cette crise, il faut bien sûr la distinguer, comme Françoise le disait, de l'événement, mais en même temps, c'est une crise qui produit aussi d'autres événements. Et on le voit au quotidien, auprès notamment de ceux que j'appelle les habitants de la rue, donc les personnes en grande fragilité. D'autant plus qu'on vit actuellement avec le paradigme social et sociétal de la méfiance. Et donc, cette méfiance, elle est vraiment ancrée. Donc, on se méfie de l'autre, on se méfie pour l'autre, on se méfie pour soi, alors que l'intervention sociale est basée avec son mythe, qui est le paradigme de la confiance. Donc, la relation de confiance, pouvoir faire confiance. Donc, il y a déjà cette polarisation entre l'avant et l'après autour de ce paradigme. Et ça renvoie à cette question et cette première tension que je perçois en tout cas et qui parle assez bien aux personnes que j'ai pu interviewer, qui est cette ligne de faille chez Freud, une ligne de fracture, donc qui explicite très clairement que quand on laisse tomber un cristal, on va voir apparaître des lignes qui étaient déjà préexistantes. Et donc, ces lignes préexistantes sont un révélateur d'un mal qui est plus profond lié à cette crise actuelle. Mais
Et alors, c'est là aussi où c'est intéressant de travailler avec les équipes autour de ces questions-là, c'est que ces lignes de faille peuvent être aussi inversées et se dire que ça peut être des lignes de cicatrisation. Et donc, elles nous indiquent aussi comment ces lignes peuvent nous conduire vers une forme de cicatrisation. Alors, cette lecture se confirme toujours plus, comme je disais, dans mon métier, dans les recherches. Je pense notamment, on a parlé de ces jeunes étudiants qui ont perdu leur job d'étudiant. Moi, je voyais aussi, j'entendais des gars en rue, je dis les gars en rue parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, mais m'expliquer à quel point la mendicité, qui était leur source de revenus, était devenue hyper compliquée, donc avec une perte totale de revenus. Ne parlons pas non plus de toute la question du deal, enfin de toutes les logiques et de l'économie un peu souterraine en rue qui a complètement disparu. La question aussi de l'invisibilité de certains publics qui sont d'autant plus criminalisés par cette logique de contrôle social lié aux conditions d'hygiène, je veux dire, au niveau de la société. Et donc, ce public s'invisibilise de plus en plus, il s'invisibilise de plus en plus aussi au regard des institutions sociales. Donc, ça, c'est une première ligne de faille que je voulais évoquer aussi. Donc, il y a une précarisation, une dynamique de précarisation majeure, entraînant aussi un basculement pour des nouveaux publics qui sont éloignés de l'habitus aide sociale. Je pense notamment aux indépendants. De plus en plus indépendants font appel à quand ils font encore appel, à des structures telles que des CPS. Et donc, on voit bien que dans certains CPS bruxellois et wallons, que je connais mieux, et avec lesquels j'interviens, la population indépendante dans les bénéficiaires, avec tout ce que cela génère aussi comme honte aussi de passer d'indépendant à dépendant, hein, donc avec toute la symbolique, est très compliqué. On voit aussi que certaines personnes qui étaient dans une vulnérabilité sociale basculent vers une grande désaffiliation. Hein, donc, on voit notamment des situations alarmantes chez des jeunes, chez des très jeunes qui se retrouvent à tomber à la rue, à être vraiment dans des conduites à risque, y compris des étudiants. Hein. Donc, moi, j'avais une assistante sociale qui me témoignait dernièrement dans un CPS que les étudiants avec lesquels il travaillait, une fois le cours en ligne terminé, compensaient avec de l'alcool et des médicaments. Donc, on voit à quel point ces conduites à risque viennent se renforcer. Alors, comme le soulignent Valérie Collin et Jean Furtos, cette précarisation, est-ce qu'elle produit comme effet sur la santé mentale, se lie dans ce qu'eux appellent le désinvestissement des actes ordinaires. Et donc, ce désinvestissement des actes ordinaires, c'est ce qui nous concerne tous un peu comme intervenants sociaux. Et c'est vraiment ces actes ordinaires qui font le quotidien. Hein. On a parlé de ce quotidien qui est affecté. Et dans ce désinvestissement des actes ordinaires, forcément, c'est aussi la capacité à faire confiance et à faire lien qui est affectée. Et par extension, par effet de cascade, alors c'est le potentiel du travail social qui est mis à mal. Alors les personnes à surplus, ce qu'on peut nommer l'indépendance sociale, et donc on voit à quel point il y a une espèce de millefeuille comme ça, un empilement de normes de la précarité qui aboutissent à cette désaffiliation. Et comme le dit Castel, ça entraîne une double perte, celle des protections rapprochées et celle d'être socialement utile. Et donc, cette double perte va créer ce mouvement qui va affecter de toute façon les sphères sociales, les sphères relationnelles et les sphères intimes de chacun d'entre nous et des groupes sociaux aussi. Alors, on voit que cette spirale négative, elle touche les jeunes, les femmes, les personnes âgées, mais aussi ceux qui sont passés au travers des mailles du filet de protection. On voit aussi des nouveaux profils, hein, comme les personnes handicapées. Moi, j'ai été directeur d'un abri nuit à Charleroi et j'ai été travailleur aussi au sein de cet abri nuit.
il y a 10 ans d'ici, mais on voyait déjà apparaître des nouveaux profils arriver qui étaient aussi entre guillemets, les produits de cette crise sociale dont on peut estimer que la crise sanitaire actuelle serait peut-être une continuité, hein, à voir. Et donc, on voyait aussi des personnes handicapées, des personnes malades arriver à la Brigny, des travailleurs pauvres et d'autres profils sociaux comme des personnes âgées, voire très âgées, qui n'avaient pas les moyens de pouvoir être en maison de repos. Et on voit que les abris de nuit, notamment, mais aussi les maisons d'accueil, sont de plus en plus sollicitées par les maladies du lien, les maladies du social. Je voudrais juste expliquer une anecdote qui m'avait fort marqué au niveau de l'Abrigny. C'est le fait, pendant toute une soirée, qu'on a dû négocier pendant 2 bonnes heures avec quelqu'un qui voulait mettre le feu à la chambre, à l'abri de nuit. Donc, on a dû négocier le fait de récupérer au bout, il y avait 7 briquets, si je m'en rappelle bien. Et en discutant avec cette personne, on dit, mais vous savez, moi, c'est mon psychiatre qui m'a puni en m'envoyant à Charleroi et en m'envoyant dans un abri de nuit, parce qu'à l'hôpital, j'ai voulu mettre le feu à ma chambre. Donc, c'était cette double peine. Donc, c'est sympa toujours pour les carolos, hein, mais voilà, d'être dénigré comme ça par. Il n'y a pas que les psychiatres. Hein. Moi, j'entends de plus en plus des CPS renvoyés vers Charleroi parce que le logement est moins cher. Donc, et donc, cette maladie du lien, je me disais, mais tiens, je vais quand même contacter le psychiatre le lendemain et me dire, mais qu'est-ce qu'il en est de cette personne et qu'est-ce qui a produit vraiment ce choix institutionnel. Et on voit bien que c'était vraiment lié à une forme d'impuissance au niveau de l'intervention, mais aussi le fait que une sanction pédagogique telle que le psychiatre l'avait nommée était la seule possibilité à trouver une solution pour cette personne. Sauf que c'est nous qui étions sanctionnés par ce biais-là. Mais ça révélait aussi le fait qu'il y a tout ce glissement vraiment de certaines populations qui arrivent de plus en plus par effet entonnoir dans les structures comme les maisons médicales, les maisons d'accueil, les abris de nuit, de personnes qu'on ne veut plus ailleurs. Et donc, pour moi, il s'agit d'une grosse ligne de faille qui génère une hémorragie tant soit peu. La deuxième ligne de faille dont je parlerai est relative à notre champ alors de l'intervention psychomédico-sociale qui est fortement impactée par les logiques marchandes, par des logiques sécuritaires, par une logique d'une activation à tout prix, et je souligne 3 fois le mot, enfin les termes à tout prix, c'est ce que j'entends dans beaucoup de structures. Et on pourrait vraiment se demander si l'État social n'est pas devenu hyperactif, hein, plutôt qu'État social actif, tellement il y a cette surenchère à une forme d'activation. Je pense notamment à cette assistante sociale dans un hôpital qui, après avoir écouté une personne qui est arrivée par la suite à l'abri de nuit, après l'avoir écouté pendant 3 quarts d'heure, lui a fait tous les documents pour des soins à domicile. Alors que cette personne lui avait expliqué pendant 3 quarts d'heure qu'il était à la rue, que c'était compliqué. Donc, on voit à quel point certaines procédures sont hiérarchiquement devenues plus importantes que l'écoute et que le lien avec la personne. Je pense aussi à des institutions qui sont amenées à exclure une personne pour des raisons même qui l'ont amené à aller dans cette structure. Ça, c'est une personne de la rue un habitant de la rue qui me disait, mais tu sais, moi je suis arrivé dans une maison d'accueil pour un problème et 2 semaines après, on m'éjecte pour le même problème qui m'a amené là-bas. Et donc, il trouvait ça complètement paradoxal et il n'en voulait pas aux travailleurs. Il dit, mais mon comportement, il est très compliqué, mais en même temps, ça crée un paradoxe chez moi et vraiment une difficulté à me remettre dans une cohérence par rapport à cette prise en charge.
On voit aussi que des tensions qui sont persistantes dans des maisons maternelles, dans des maisons d'accueil aussi, des tensions qui existent entre le collectif et l'individuel, qui à un moment donné, pour des femmes qui vivent de la violence conjugale et qui sont très, très fortement représentées dans les structures d'accueil, ça peut amener une ambivalence aussi chez elles de se dire, voilà, moi je suis en difficulté par rapport à ce collectif. Et donc, à un moment donné, est-ce que je ne retournerai pas chez monsieur? Donc, ça, ce sont toutes des tensions que l'on voit apparaître et qui mettent à mal aussi les intervenants. Et donc, on voit que l'effet majeur de la combinaison entre l'évolution des publics, mais aussi le contexte social oppressant, c'est le manque d'ajustement à l'autre. La difficulté à s'ajuster à l'autre. Et un réel manque, en tout cas un manque qui s'accentue très fort sur l'instituant, donc ce que l'institution peut produire comme effet. Et le plus touché, ça reste le lien, de toute façon. Alors, les intervenants disent, à juste titre, être pris dans les troubles de l'attachement de leur public et aussi par les tremblements d'une société en mal de repères sociaux. Donc, vous êtes vraiment au cœur de toute cette tension. Et les personnes aidées ou devant être aidées sont d'autant plus en situation d'isolement, voire d'auto-exclusion, que leur souffrance porte atteinte à la capacité, alors là, à se réinscrire dans un processus de soins et, pour tout dire, dans un lien fiable. Elles se disent alors victimes d'une violence d'institution. Ils ne parlent pas spécifiquement des intervenants, mais ils globalisent le côté institutionnel et donc d'où l'idée de toujours plus s'en éloigner. Et donc, c'est tout le lien alors social qui est vraiment impacté. Alors, on assiste à cette plus grande polarisation de la relation d'aide. On en a parlé tantôt avec cette polarisation au sein des équipes aussi. Une forme aussi de transmission de ce que je nommerais le capital de violence subie, donc comment chaque personne a pu capitaliser de la violence, qu'elle soit réelle ou symbolique, et ce déjà depuis plusieurs générations, voire et la petite enfance. Donc la méfiance à l'égard de l'institution, et donc le lien, il est aussi affecté par cette violence, qui se caractérise de toute façon par des passages à l'acte, ou des passages, je dirais plutôt par l'acte, tant chez les bénéficiaires que chez les intervenants. Les intervenants amenés parfois à démissionner d'une situation, voire être obligés d'exclure, je pense à ce psychiatre. On sécurise davantage. Moi, je vois de plus en plus d'agents de sécurité devant des structures et je me pose vraiment cette question-là de ce paradigme social, notamment autour de l'accueil, parce que c'est le premier contact que l'on peut avoir avec certaines institutions, et je ne suis pas dans une critique à tout va, je peux comprendre à quel point cette sécurité est essentielle, mais si parfois la seule réponse d'une institution, c'est de mettre des gardes devant une structure et de former des travailleurs à la communication non violente, je me dis, il y a une lecture systémique là qui n'est pas mise en évidence sur la question de ce qui a pu amener la violence et les passages par l'acte des bénéficiaires. On voit aussi chez les intervenants des formes d'auto-solutions destructrices. Je pense notamment à une augmentation de la consommation de psychotropes chez les intervenants sociaux. Et ça amène à une espèce d'effet miroir, d'isomorphisme là, et une accumulation de déséquilibres qui, je pourrais estimer qu'il s'agit d'une crainte, en tout cas chez moi, que ce cumul de déséquilibres n'amène à terme une forme d'équilibre. Et donc ça, on pourrait, négatif, bien entendu, mais on peut vraiment se poser la question. Je ne vais pas aller plus loin dans cette approche des lignes de faille, de fracture et de cette atteinte au lien, mais peut-être d'envisager alors ici comment ces lignes de faille peuvent nous indiquer un chemin de cicatrisation, parce que
produits par des équipes, et c'est ce qui est dit aussi par certains bénéficiaires. Alors, pour les institutions justement qui développent une forme de résilience par rapport à ce cumul de crises, on va dire des choses comme ça, l'accueil semble avoir pris une valeur centrale, voire une valeur vitale. Donc, il est au dire des intervenants concernés, mais aussi des bénéficiaires que j'ai pu interviewer, celui qui est plébiscité en premier chef pour tenter de stopper l'hémorragie provoquée par ces lignes de faille. Alors, en analysant un peu leur dire, on peut essayer de déconstruire cette notion d'accueil. L'accueil doit être avant tout un lieu, c'est-à-dire un espace-temps subjectivable, comme le dit Michel Agier. Et cette crise nous montre que nous avons perdu nos lieux habituels, que certains sont muets à un écran, une boîte mail, un appel téléphonique. Or, l'accueil est vraiment le terreau favorable à ce qu'on pourrait nommer la fibre sociale. Alors, j'avais quelques interventions de travailleurs qui m'expliquaient comme ça, mais je voulais les formuler telles que. C'est comment une équipe SOS Enfants peut sereinement parler à un enfant de ce qu'il vit avec papa ou maman, si c'est le parent qui tient le smartphone pour un entretien en visio. Ça, c'est déjà une première réalité. Comment aider des personnes vulnérabilisées par la fracture numérique aussi? Comment soutenir quelqu'un à distance physique? Donc, ce sont toutes des questions qui sont venues lors de ces discussions et qui parlent à chaque fois du lien, de la qualité du lien, de la sécurité du lien, de ce fondement de la fibre sociale du lien. Certains intervenants ont mis en place des pratiques d'accueil davantage mobiles, vraiment très intéressantes, décentralisées, en donnant parfois rendez-vous dans un parc, en organisant autrement le lieu, en réalisant des entretiens d'accueil dans des bureaux prêtés par des partenaires. Et donc, on voit alors là que le lien a pu se reconstruire et reformuler une disponibilité à l'autre qui est vraiment essentielle. Et le lien vient justement renforcer le manque de lieu. Alors, l'accueil acquiert vraiment une valeur thérapeutique ou à effet thérapeutique si la rencontre devient possible et si la reconnaissance mutuelle existe. Cela devient alors le lieu d'un possible thérapeutique. Donc, j'insiste vraiment sur le terme possible. Alors, je fais référence ici à ce que De Lyon appelle en termes de fonctions, donc des fonctions qu'on pourrait nommer institutionnelles qui sont à développer. La première des fonctions, c'est la fonction phorique, qui est celle de porter, qui est vraiment essentielle quand on s'attarde à la question de nos publics particulièrement vulnérables. Donc, il s'agit de porter un moment dans une perspective émancipatrice. Donc, c'est vraiment pas de porter pour créer cette dépendance, mais c'est vraiment de porter dans une visée émancipatrice, en posant vraiment les balises de la fin de cette fonction. Donc, quand on fait du travail de rue, et vous le savez mieux que moi, quand on fait du travail de proximité, c'est aussi de pouvoir questionner la fin de cette relation. Qui ne veut pas dire la fin du lien, mais c'est en tout cas de ce travail de rue. Si on ne se pose pas justement les balises, ce qui intervient bien souvent, c'est de produire ou de reproduire une forme de dépendance affective, une possession de l'autre parfois aussi, ou une forme de mimétisme. Et on voit que les situations de crise viennent mettre ça en tension. Alors, les autres fonctions sont les fonctions sémaphoriques et métaphoriques qui sont plutôt autour de l'échange d'informations et de sens, mais je voulais vraiment appuyer sur cette fonction phorique et sur la nécessité dans la question du lien d'être dans du pré-verbal, notamment de pouvoir porter l'autre et le sécuriser. Le deuxième axe, et je trouve dans les lignes de cicatrisation, là je fais davantage référence à Mercuel qui parle de la clinique de Labor, qui est davantage une mise en mouvement que lui nomme comme étant pour une restauration physique et psychique. C'est tout ce qui concerne l'intervention sociale de proximité, l'aller vers les gens, vraiment ce mouvement, comment on aborde les gens
comment on se met au bord aussi, hein, vraiment voilà, ce qu'on pourrait nommer une clinique au fil de l'eau, hein, donc vraiment de s'ajuster à l'autre, hein, dans la clinique, qui est vraiment un garant au niveau du lien aussi. Il s'agit de sécuriser sans aller trop vite, de prendre le temps sans en perdre, de prendre ce temps pour se connaître et se reconnaître et analyser quelle remise en mouvement est possible au travers de ce que l'on développe autour du lien. J'assiste parfois dans mon métier de superviseur à des pratiques qui insécurisent le lien en construction. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète personnellement, notamment lorsque ces pratiques vont à l'encontre des besoins prioritaires des personnes et qui peuvent provoquer vraiment des souffrances énormes, hein. Je pense notamment à certaines pratiques trop rapides, alors que l'installation, la sécurité n'est pas assumée, et ce, y compris dans certaines maisons d'accueil, hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment toutes ces questions du temps qui doivent être développées. Et dans cette phase de l'abord, il s'agit aussi, dans une perspective de consolidation, d'analyser sa propre souffrance en tant qu'intervenant. Alors, je fais une parenthèse ici sur la bonne souffrance et de la bonne violence dans le soin, parce que c'est toujours un point de vue un peu plus tendu là, que j'aborde. Quand j'abordais cette question cette ligne de faille qui est la pression institutionnelle, ce qu'on remarque chez les intervenants sociaux, c'est qu'on souffre en tant qu'intervenant social, mais on souffre pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on souffre davantage de tout ce qui est lié à la pression institutionnelle, aux procédures, à l'administratif, hein. Moi, j'ai des travailleurs sociaux qui me disent, mais moi, avant, c'était 70% de travail social, maintenant c'est 30%. Et donc, il y a vraiment cette inversion qui se joue là et qui affecte de toute façon le lien. Et donc, il n'y a plus alors cette disponibilité à l'autre pour souffrir de la situation de l'autre. Et donc, on pourrait dire que la bonne souffrance est mise à mal par cette souffrance contextuelle. Et donc, peut-être devons-nous réapprendre à souffrir dans une clinique du lien, c'est-à-dire souffrir pour les bonnes raisons, ce que certains nommeraient aussi l'empathie, liée aussi aux résonances, enfin voilà, cette autre souffrance. Michel Joubert, notamment, aborde le fait qu'on peut proposer alors une forme, et je fais un lien hein, peut-être un peu trop direct, mais avec une clinique de la désinstitutionnalisation. Peut-être qu'on doit, à un moment donné, désinstitutionnaliser pour retravailler cette clinique du lien. Et pour donner un exemple de cette désinstitutionnalisation, c'est le fait que dans l'école sociale, on essaie davantage de travailler aussi avec des pères aidants, donc des personnes qui ont un vécu d'expérience dans la formation des travailleurs sociaux. Et donc, on voit que c'est une expérience vraiment très intéressante. Actuellement, on fonctionne sous forme d'ateliers où des pères aidants viennent rencontrer les étudiants de deuxième et de troisième, mais ils sont vraiment demandeurs, ces étudiants, qui est davantage de rencontres, et les pères aidants sont davantage aussi demandeurs de rencontrer les étudiants vraiment dans une logique de transmission, vraiment aussi de donner la place aux bénéficiaires de l'action dans la formation des bénéficiaires. Des bénéficiaires étudiants, lapsus révélateur. Et donc, les enquêtes menées auprès des intervenants, auprès des bénéficiaires de l'aide sociale disent combien il est essentiel de recréer du lien et aussi de sortir de ce paradigme manque de capacité, incompétence des personnes en souffrance, pour vraiment analyser les situations sociales. C'est pour ça que moi, je n'utilise plus déjà depuis longtemps le terme sans-abri, mais que j'utilise le terme habitant de la rue. Et c'est un terme qu'on avait réfléchi pendant une chouette soirée à la Brigny,
et qui parlait à tout le monde, habitants de la rue, était beaucoup plus lié aussi aux ressources résiduelles que les personnes développent dans ce contexte. Alors, on peut davantage s'intéresser à la qualité du lien, hein, donc lorsqu'on est dans cette co-construction avec des bénéficiaires aussi de notre action, et c'est vraiment peut-être remettre au cœur des préoccupations le lien plutôt que de toujours mettre le bénéficiaire au centre. Alors, c'est pas que je rejette ça, loin de là, en fonction de ce que les intervenants ont pu me dire, mais c'est parce que parfois les intervenants se sentent un peu oubliés aussi de cette réalité souffrante et que parfois on met aussi une trop grande pression, quand je vous disais activer à tout prix, mais c'est parfois ça, on a tellement mis le bénéficiaire au centre des préoccupations qu'on n'a pas mesuré le prix que lui devait payer de cette activation. Et donc, remettre le lien au centre semble davantage opérant dans le regard des intervenants. Je pense notamment des pratiques cliniques qui sont vraiment très intéressantes. Je discutais avec une équipe du relais santé de Namur, notamment, qui utilise la photographie dans une perspective d'accompagnement de leurs bénéficiaires qui ont eu des gros soucis de plaies. Et donc, avec la photo, ils font des photos régulières des plaies pour montrer comment la personne peut se réapproprier son corps et voir comment le corps est en rétablissement. Et donc, c'est devenu vraiment une pratique très, très intéressante au niveau de la logique d'action. Donc, il y a d'autres exemples, mais je vois que le temps passe, donc je ne vais pas aller plus loin. Je voulais revenir aussi sur la violence dans le soin, de tout temps et en tout lieu. Vraiment, la violence, elle est inhérente aux soins. Et on pourrait même dire qu'il n'y a pas de soins sans violence. Moi, en tant qu'assistant social, j'ai été payé à me mêler de choses qui ne me regardaient pas, à bousculer des gens avec mes questions, à mettre à mal un équilibre chez eux. Et donc, la violence est inhérente dans le soin, que ce soit le chaman, que ce soit l'assistant social, que ce soit l'éducateur de rue, que ce soit le psy ou le superviseur. Il n'y a pas de soins sans violence. Sauf que cette violence, elle est souvent soumise à un déni total. Elle n'est pas du tout assumée. Et à partir de là, si elle est soumise à un déni, si elle n'est pas assumée, on peut que constater qu'elle est difficile à réduire parce qu'on n'arrive pas à la nommer. Hein. Donc, il y a beaucoup de non-dits autour de ça. Et donc, cette violence dans le soin peut vraiment amener, tout ce travail de violence dans le soin peut vraiment amener un travail sur la clinique du lien. Alors, le troisième axe que je voulais évoquer, je reviendrai de toute façon sur la violence dans le soin. Le troisième axe qualitatif du lien, c'est sa force aussi de créer du changement et du soin par un déséquilibre, hein, comme je l'ai amené. Et alors, cette dimension qualitative, elle dépend de plus en plus, et c'est ce qu'on peut observer au niveau des institutions que vous êtes, c'est la permanence du lieu. Il faut avoir un lieu, et donc il faut que ce lieu soit une permanence. La permanence du temps, avec sa ritualité. Hein. François a parlé tantôt de rituel. Donc, il faut une ritualité, et peut-être que celle-ci doit être à un moment donné re-questionnée. Est-ce qu'elle a toujours du sens ? La permanence aussi d'un équilibre entre le dire pour que la parole circule, mais aussi le faire parce que dire ne suffit pas. Donc, il y a vraiment cet équilibre entre les deux. Je pense notamment à des logiques très créatives dans le faire, justement, dans des centres d'accueil de jour pour habitants de la rue, dans des maisons d'accueil où les travailleurs et les bénéficiaires cuisinent ensemble. Et donc, il y a plein de choses qui se passent dans la question du lien, même plus fort que dans des entretiens classiques dans le travail.
Il y a aussi la permanence d'une parenté sociale, on dirait, et comme le dit Chicone, d'une parenté dans la cité. Et donc de produire cette parenté sociale dans une logique aussi de développement durable. Il y a des expériences très intéressantes qui parlent de cette parenté dans la cité. Je pense notamment aux émissions radio, j'ai oublié le nom maintenant, mais des émissions radio qui Silence Radio, pardon, voilà, sur Radio Panique, qui font des émissions radio qui sont co-animées par des animateurs, des intervenants sociaux et des bénéficiaires de la santé mentale. Et on voit que c'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire que la question de la souffrance psychique n'est plus dans le boudoir du bureau ou de l'hôpital, mais qu'elle sort sous forme de parole publique, qui est menée, qui traverse les ondes. Et c'est là aussi une forme de permanence intéressante parce que ça permet aussi de changer le regard, de recréer du lien, en tout cas. Alors, le lien social... Oui. Emmanuel, comme il est 50, est-ce que je peux te demander de clôturer? Oui, je vais essayer. Donc, juste dire que le lien social est à ce prix vraiment d'être investi en prenant le temps d'élaborer, de raconter, de se raconter, de produire et de transmettre. Et je vais peut-être juste amener ce développement durable et puis je clôturerai par là. Donc, ce serait vraiment de se dire, est-ce qu'il n'y a pas à travailler dans la clinique du lien? Et donc, quand j'entends par clinique du lien, c'est une clinique qui s'appuie sur le lien, mais c'est aussi une clinique sur le lien, donc à la fois de prendre soin par le lien, mais en même temps de prendre soin du lien. Donc, il y a ce double mouvement. Et c'est toujours suite au récit des bénéficiaires des intervenants sociaux. Donc, c'est vraiment de produire ce développement durable en santé sociale par la clinique du lien. Donc, c'est vraiment de reproduire ça. Parce qu'à défaut, ce qu'on constate, c'est la chronification de l'urgence. On a parlé de la crise, mais à défaut de cette clinique du lien, on voit vraiment cette chronification de l'urgence et on voit notamment, enfin moi j'étais choqué à voir et à discuter avec des familles dont on arrive maintenant la 3e génération de personnes hébergées en maison d'accueil. Mais ce n'est pas une seule famille, hein, c'est quelques familles dans la région de Charleroi. Donc ça veut dire que la grand-mère a été hébergée au début de l'histoire de la maison d'accueil. Alors certes, ce sont des hébergements temporaires en maison d'accueil, mais ça dit quand même quelque chose, une forme de transmission là, d'un certain habitus et d'une chronification de l'urgence. Alors, plusieurs enjeux majeurs se présentent à nous par rapport à ces questions-là. Moi, je pense notamment à certains publics qui sont particulièrement vulnérables et pour lesquels il faudrait travailler sur la question de l'habiter. Donc, quand je dis habiter, c'est habiter le logement, habiter son corps, habiter la santé mentale et sociale. Les femmes, notamment, qui sont en situation de grande vulnérabilité sociale, qui sont de plus en plus présentes et de plus en plus vulnérables. Les jeunes en situation d'errance et d'itinérance, donc plus en plus de jeunes. Il faut savoir que dans les services de santé mentale, c'est plus 30% de public jeune. Équipe SOS Enfants de Charleroi et de Liège, c'est plus 50% de signalements en un an. Donc, c'est vraiment terrible. Il y a aussi toutes ces personnes présentant des troubles psychiques. Et comme je disais tantôt, les nouveaux profils, notamment les personnes indépendantes. Juste 2 minutes pour clôturer. Donc, plusieurs initiatives sont vraiment à noter. Je trouve qu'elles amènent vraiment un espoir par rapport à cette crise que nous traversons. Et qui amène vraiment à sortir du cadre étriqué dans lequel on peut parfois être mis ou soi-même se mettre. Je pense à des travailleurs sociaux qui ont mis en place des permanences mobiles dans des quartiers. Je pense à d'autres qui ont œuvré avec le monde culturel pour aller davantage vers des familles dans des quartiers, donc pour créer des animations clowns, musicales dans des quartiers vraiment qui habituellement sont très oubliés.
Je pense notamment à un éducateur de proximité qui a fait tout un travail avec ses abeilles et ses ruches auprès de jeunes en situation de décrochage social et scolaire. Je pense notamment aussi à des partenariats entre des maisons de repos et des indépendants de l'ORECA qui ont pu vraiment travailler de concert et qui amènent vraiment cette notion d'espoir. Mais peut-être juste clôturer par ce que je voulais dire ici aussi, c'est que toutes ces initiatives nous montrent la nécessité de remettre la focale sur le lien et sur la clinique du lien, car les crises sanitaires et sociales créent toujours plus d'individualisme et d'individuation, voire de déshumanisation. Et les intervenants sociaux sont vraiment au cœur du paradigme du lien. Et à ce titre, et comme ça a été dit par le ministre tout à l'heure, il faut pouvoir prendre soin aussi de ceux qui prennent soin des autres. Merci beaucoup et désolé si j'ai débordé.